Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du 11 mai 2023. Je suis Josie Salem, responsable de l'animation fédérale du réseau Mobine, et je vais passer la parole à Xavier Xaja, qui est le chargé de mission Mobine dans les Hauts-de-France. Xavier va introduire ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à la mobilité solidaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc je vais vous faire une rapide présentation du réseau Mobine, que pour certaines connaissent et d'autres un peu moins, pardon. Donc, le réseau Mobine, c'est le réseau de la mobilité inclusive avec des adhérents territoriaux fédérés en région Mobine et des régions Mobines fédérées au sein de Mobine France. Et Mobine France est une association de loi 1901 créée en 2010, au même titre que les régions Mobines qui sont des associations de loi 1901. Donc aujourd'hui, le réseau Mobine, avec l'ensemble de ces associations régionales, c'est 250 adhérents, 1000 professionnels, c'est aussi 12 régions constituées, 100 000 personnes accompagnées et aujourd'hui plus de 18 salariés au sein des territoires et au sein du réseau national. Donc, notre approche, on est sur une approche de deux actions, deux offres entre guillemets, le savoir bouger, savoir les actions au service du savoir bouger permettant de transmettre à tous les publics les compétences et les capacités nécessaires pour se déplacer de façon autonome. Une offre aussi autour du pouvoir bouger, des actions au service du pouvoir bouger qui permettent de lever les freins matériels et financiers et de disposer de moyens matériels pour se déplacer. Donc on est sur des actions qui sont liées aux des garages solidaires, des autoroutes sociales, mais aussi des plateformes mobilité et des services annexes liés. Donc Mobine, c'est un réseau national autour de 4 missions principales: animer le réseau des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive, professionnaliser les structures et les équipes, accompagner le développement de nouvelles solutions, représenter les adhérents à l'échelle régionale et nationale. Ça peut être aussi au niveau départemental ou intercommunal pour certaines structures. Notre ambition, c'est fédérer et accompagner les acteurs territoriaux de la mobilité solidaire et inclusive. Les missions de nos adhérents, il s'agit d'accompagner les publics à aller vers une mobilité autonome et apporter des solutions pour pouvoir se déplacer. Les publics accompagnés par nos adhérents, donc 84%, ce sont des publics en insertion socio-professionnelle, demandeurs d'emploi, 66% des salariés précaires et intérimaires, 61% des jeunes, 46% pour des habitants des QPV, d'où l'objet de ce webinaire, 34% des seniors, 17% des personnes à la mobilité réduite ou déficience cognitive, public, 12% réfugiés et migrants et 9% sous main de justice. Le déroulé du webinaire, donc juste après mon intervention, cette rapide présentation du réseau, Sofiane Bentou, qui est le directeur du garage solidaire du bassin minier, interviendra pour présenter son action autour des QPV sur son territoire. Arif Yagiz de la plateforme Mobilité 63 pour un projet SEJ en rupture. Fanny Hamel de ODD Méca Mobile, pardon, pour le Havre. Grégoire Husson et Marine Massin, association Mobile C'est Permis à Toulouse. Et pour terminer et clore ce webinaire, Anne-Laure Nardone, Agence pour une mobilité intelligente et inclusive, et sur un retour sur les dispositifs mobilité dans les QPV à la Maison de l'Emploi de Marseille. Merci Xavier. Avant de passer la parole à Sofiane, effectivement, quelques éléments de contexte. Alors, le réseau Mobine, depuis 2021, développe un programme qui s'appelle la mobilité pour toutes et tous partout en France, sur l'ensemble des territoires.
Cela a été affirmé dans la loi LOM qui a été promulguée en 2019, donc la loi d'orientation des mobilités. Et donc, on peut dire que tout cela trouve un écho particulier dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville. Pourquoi ? Parce que dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville, il y a à peu près 5 millions et demi d'habitants. Et dans ces 5 millions et demi d'habitants, 40% ont moins de 25 ans et 42% vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, autant dire que la mobilité solidaire dans les QPV est un levier structurant et transversal. Donc, effectivement, aujourd'hui, au niveau de Mobine, nous on souhaitait bien sûr revenir sur ce contexte, sur ces enjeux pour mieux comprendre. Mais ce qui nous paraissait intéressant avant tout aujourd'hui, c'est de faire des retours, de donner la parole à nos adhérents, puisque là, nous aurons cinq adhérents, 5 structures adhérentes au réseau Mobine qui vont se succéder. Du nord au sud de la France, vous allez voir, on couvre l'ensemble on couvre pas l'ensemble des régions, mais en tout cas, avec effectivement nos 250 adhérents, on couvre une bonne partie du territoire national. Et ce qu'on voulait, c'est mettre en valeur les solutions et les services que proposent ces 5 adhérentes aujourd'hui, dont les actions, les initiatives, les expériences sont plutôt localisées dans des quartiers prioritaires politiques de la ville. Et leur donner la parole, vous allez voir, ils vont nous dans les QPV, au niveau des transports, c'est une question qui est très importante, qui a été affirmée le 16 juillet 2018 dans le pacte de Dijon, puisque l'État, ce jour-là, s'est engagé aux côtés des intercommunalités qui le souhaitaient, à renforcer leurs actions en faveur d'une politique de cohésion urbaine et sociale ambitieuse pour les habitants des QPV. Et effectivement, la thématique de la mobilité fait partie des 3 grandes politiques qui ont été ce jour-là choisies comme des politiques responsables des communautés et des métropoles. Donc, nos adhérents, aujourd'hui, vont effectivement expliquer ce qu'ils font au quotidien, comment ils agissent sur les freins physiques, cognitifs, psychologiques, financiers des personnes qu'ils accompagnent, comment aussi ils participent au changement de pratique, à l'acculturation, au changement de pratique, comment ils font en sorte que les personnes, que les bénéficiaires qu'ils accompagnent apprennent d'autres solutions de mobilité. Et effectivement, comment ils vont expliquer aussi comment ils travaillent de façon partenariale cette question de la mobilité dans les parcours de vie des habitants. Effectivement, un parcours de vie autant basé sur l'emploi que l'éducation et que la mobilité. Donc, voilà, pour ces petits mots qui vous situent un peu le contexte et ce sur quoi on voulait, les actions qu'on souhaitait, les structures qu'on souhaitait mettre en lumière aujourd'hui. Pour les éléments de contexte et d'enjeu, moi, je vous invite à, si vous êtes intéressé par le constat, il y a un webinaire que le LMI avait fait le 12 octobre 2021, justement sur la partie comprendre. On avait effectivement Francis Demoz qui introduisait cela et qui expliquait bien ce contexte. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à l'issue de ce webinaire présent, si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à aller voir le webinaire du LMI en question. Ça vous permettra d'approfondir. Mais aujourd'hui, il s'agit bien de donner la parole à nos adhérents, aux acteurs du quotidien qui œuvrent dans ces quartiers prioritaires de la ville. Donc, pour démarrer, Soufiane, je vous laisse la parole. Je pense que vous êtes là, que votre connexion fonctionne bien.
Soufiane? Xavier, est-ce que tu... On est... Sofiane, attends. Je pense je vois qu'il a été déconnecté à cause d'une perte de connexion Internet. On est en direct, hein. Moi-même, je dois fermer ma caméra pour optimiser ma bande passante puisque je ne suis pas au bureau. Donc, c'est les aléas du C'est bon, direct. vous m'entendez? Ah, voilà. Bonjour. Bonjour, Soufiane. Je me blais en attendant. Donc, je vous donne la parole, Soufiane, pour que vous puissiez... Vous êtes directeur du garage solidaire du bassin minier qui est situé à Lens. Donc, je vous laisse la parole pour présenter votre garage et votre association. Ok, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Sofiane Bentou, directeur de l'association Initiative Solidaire, donc, qui porte le projet du garage solidaire du bassin minier sur Lens. Donc, c'est un garage qui permet justement d'apprendre à nos salariés et de se réapproprier le métier de mécanicien auto. Donc, on a un encadrement technique qui est là à l'atelier, qui fait monter en compétence justement les salariés qu'on recrute, qui nous sont envoyés par nos prescripteurs. Et on a une CIP, une conseillère en insertion professionnelle, qui est là aussi pour les accompagner sur la partie socio-professionnelle et pouvoir justement les réinsérer dans des garages classiques autour de nous. Pour prétendre justement à nos services, justement, on a une double vocation sociale puisque les personnes qui viennent chez nous, ce sont des personnes aussi qui sont toujours envoyées par des prescripteurs, qui sont les pôles emploi, mission locale, CCS, etc. Et justement, ils peuvent prétendre à nos services à moindre coût, mais il faut adhérer à l'association à hauteur de 10 € par jour. Donc voilà un petit peu pour la présentation rapide de la structure. Les services qu'on propose donc sont l'entretien et réparation de véhicules et de vélos. On a aussi la location de véhicules, vélos électriques et scooters. Et on a aussi un camion à la location qu'on loue justement pour des occasions à destination des associations, quand ils font des événements, pour des adhérents qui sont chez nous, pour un déménagement autre, puisque aujourd'hui, quand ils vont des agents de location classiques, ils leur demandent une carte bleue en relief avec des 2000-2500 € de caution. Nous, nos publics, ils n'ont pas les moyens de pouvoir avoir ça, et donc ça les aide lors d'événements particuliers, justement en trouvant un camion chez nous à la location à moindre coût. On a un atelier de réparation vélo et de trottinette mobile, et on a aussi un atelier sur la ville de Liévin, et très prochainement un deuxième qui va voir le jour sur la ville de Le Sangoël, avec qui on est en train de travailler sur le projet dans un quartier politique ville, justement, en plein cœur d'un quartier politique ville au sein de la commune. On a aussi le volet donc accompagnement socio-professionnel à destination de nos salariés. On intervient, nous, dans les quartiers QPV, principalement dans les écoles, donc écoles primaires, collèges, lycées, puisqu'aujourd'hui, pour nous, en tout cas, la mobilité, ça ne se travaille pas à 20-25 ans, mais ça se travaille dès le plus jeune âge. Si on commence, je pense que si on commence tous ensemble à y travailler dès les 5-6 ans, c'est là où on va vraiment lever ce frein, et on arrivera, on va dire, au moment où il y a la transition lycée et puis études supérieures, l'élève n'aura pas justement de se dire allez, je vais aller à l'université la plus proche de chez moi ou autre, mais il y aura le choix d'aller ailleurs puisque on a pu lui ouvrir les portes et la vision de la mobilité, justement, de par tout ce travail qui aurait été fait en amont avec toutes ces structures auparavant. Donc dans des lieux publics, auprès des centres sociaux, aussi, on fait un gros travail auprès des centres sociaux, des services jeunesse aussi, des CAJ, et lors de forums et d'événements sportifs qui peuvent être organisés au cœur des quartiers. Donc principalement, ce qu'on met en place lors de ces interventions-là, auprès de ces structures, donc c'est des démonstrations autour du vélo, où là, justement, nous, on tient un stand de réparation, d'auto-réparation et entretien de vélo et de trottinettes à destination des habitants. On ne fait pas leur place, mais on leur demande de venir faire avec nous et d'apprendre comment, par exemple, ne serait-ce que
changer une roue, comment changer un câble de frein, comment changer une chambre à air, comment changer une crevaison et tout ce qui s'ensuit. Notre rôle, on fait aussi de la prévention autour de la sécurité routière. Un atelier type, par exemple, lors de ces interventions-là, comment ils se déroulent. Un atelier type, par exemple, qu'on mène auprès des collèges et des lycées et autres, un atelier de 2 heures, ce qu'on fait, c'est que pendant une demi-heure, on a un animateur vélo qui est là, qui va expliquer le thème du vélo. Par exemple, aujourd'hui, ça sera comment changer une roue, et il va expliquer étape par étape aux élèves ou au public comment changer une roue. Au bout de 30 minutes, on demande aux élèves de venir et de reproduire ce que l'animateur avait expliqué. Et pendant 1 heure, ils sont sur des chevalets, chacun sur le vélo. Et justement, on a créé des supports pour pouvoir travailler et communiquer avec les élèves. Donc, ils diagnostiquent le vélo et ensuite, ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris pendant ce que l'animateur a présenté pendant ces 30 minutes, pendant l'heure du début d'atelier. Et à la fin de l'atelier, on leur remet un petit tuto, c'est un petit mémo qu'on leur remet sur le déroulé de l'atelier. Et le tuto, ça explique vraiment ce que l'animateur y a expliqué pendant le tout début de l'atelier. Et ça leur permet justement, même chez eux, de reproduire s'ils ont une panne qu'on leur a expliqué sans aucun problème, en suivant justement les étapes qu'on leur explique dans le tuto. Donc pour qui? Donc c'est pour principalement donc pour les habitants qui habitent les quartiers politiques villes, même si on a aussi, quand on organise ce genre d'événement dans ces quartiers-là, on ne fait pas la différence entre les personnes qui habitent dans le quartier ou non. Il y a aussi d'autres publics qui viennent, qui habitent dans d'autres quartiers, et on les prend sans aucun problème. On intervient aussi, comme je disais, dans les collèges, dans les accueils de jeunes. On a même organisé l'année dernière un séjour avec un service jeunesse 100% vélo sur un projet qu'on a mené pendant 8 mois avec le service jeunesse et les jeunes, où les jeunes ils ont dû s'engager pendant 8 mois dans le projet, et à la fin ils sont partis en mini-séjour 100% vélo. C'est grâce aussi à notre atelier mobile. On est totalement donc autonome, on vient et on s'installe justement, ça peut être dans une cour, sur un parking, dans une petite salle que la mairie ou le service jeunesse va nous mettre à disposition au collège. Voilà, donc tout dépend du contexte et du lieu qu'on va intervenir. On intervient sur les 36 communes de l'agglo de Lens-Liévin, même si là, on commence à être sollicité aussi sur un territoire qui est sur la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay. On a des structures aujourd'hui d'aide à domicile qui commencent à nous solliciter de plus en plus. Et on a un gros travail là sur 2023 qui s'est enclenché avec ces structures d'aide à domicile, puisqu'il y a de plus en plus d'aide à domicile qui travaillent à vélo et que malheureusement, très souvent, n'ont pas le temps de l'entretenir. Et donc, nous, on est en train de faire tout un travail avec ces structures-là, avec qui on commence à créer un partenariat justement pour pouvoir intervenir auprès de leurs salariés. Donc voilà un petit peu quelques photos des interventions qu'on a pu faire dans les quartiers, hein. Donc comme vous pouvez le voir là sur les photos, c'est vraiment voilà, on fait avec les jeunes, mais on fait pas leur place. On est là pour leur expliquer, pour leur montrer, pour leur donner des conseils, mais c'est vraiment les jeunes qui font ou les habitants qui font tout de A à Z. Si par contre un habitant ne veut pas réparer son vélo quand on intervient dans le quartier lui-même, là on l'oriente vers notre structure en dur, et là il nous apporte le vélo et ça fonctionne comme un garage vélo classique, hein. On fait un devis et la personne elle accepte ou non, et puis après il y a une facturation derrière. Donc nos partenaires financiers aujourd'hui sur la structure, donc il y a le département du Pas-de-Calais, la DRETS. On a aussi des financements au niveau d'assistance éducative puisqu'on intervient en milieu scolaire, donc que ce soit dans les collèges, dans les écoles élémentaires ou dans les lycées. On a aussi le PLI, le FSE, la NCT, donc justement au niveau de la politique de la ville.
la commune de Lens et le FAST sur la partie location de vélos électriques et vélos classiques, justement qu'ils interviennent sur ces financements-là. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y en a une, Soufiane. Alors, il y a une question de Gaël Caetano. Est-ce que comment les écoles vous sollicitent, comme les prescriptions, ou bien c'est vraiment votre initiative d'aller vers les écoles? Les écoles, c'est vraiment, en fait, on a été il y a 2 ans, 2-3 ans de ça. On a été sollicité une école justement ici sur Lens, et depuis, en fait, on a de plus en plus d'écoles qui nous sollicitent et d'associations. On a commencé ici sur Lens avec l'école Jean Zay, qui est en plein cœur du plus grand quartier politique ville de l'agglo. Et donc, ils ont vraiment une volonté de développer la mobilité et de faire tout un travail autour de ça. Ça a été au début très compliqué pour nous parce que c'était un public aussi assez particulier avec qui on devait travailler. Puisque c'est des jeunes en fait qui sont accueillis au sein du collège, mais ce sont des allophones, donc c'est des personnes qui viennent de l'étranger, qui parlent très peu le français. On a dû aussi créer des outils, adapter aussi nos ateliers par rapport au public pour pouvoir communiquer avec eux, avec des aussi par exemple pour pouvoir communiquer avec eux, pour savoir quel outil, comment il s'appelle et autres. On a dû créer des images avec des écritures en dessous, en leur langue maternelle, en français. Voilà, et on a dû faire tout un travail avec les profs justement à ce niveau-là pour pouvoir lancer ces ateliers-là. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans que ça dure et ça fonctionne très très bien. Chaque année, on a une classe d'allophones avec qui on fait tout un travail autour de la mobilité. Et cette année, on a été encore plus loin dans ce travail-là, puisque le projet qu'on a mis en place avec le service jeunesse l'année dernière, pendant 8 mois, de sortir et de faire un voyage, un séjour à vélo avec les jeunes, cette année, le collège souhaite mettre ça en place aussi, avec ces allophones-là, puisque pour certains ne sont jamais partis en vacances. Et donc, on va pouvoir, dès fin juin, sur la semaine du 25 juin, les accompagner et partir pendant 3 jours en mini-séjour sur son vélo aussi avec ces jeunes-là. Mais il y a eu tout un travail qui a démarré maintenant depuis le mois de octobre, des ateliers de réparation, des temps d'entraînement, parce que on ne peut pas faire 5 heures de vélo si on n'en a jamais fait, et on ne peut pas partir avec n'importe qui non plus sur la route. On a tout un travail aussi de repérage du circuit, traçage d'itinéraire. Donc voilà, donc il y a tout un travail, comme je vous dis, il a démarré depuis octobre et qui va se terminer là fin juin avec l'école. Et justement, c'est vraiment des ateliers qu'on met à l'initiative. Chaque année, on met à peu près entre 10 et 15 ateliers au sein de ces collèges quand on intervient avec un groupe de jeunes, entre 20 et 30 jeunes. Mais on intervient vraiment en petits groupes de 10 jeunes maximum. Merci, Soufiane. Une question de Virginie Là, aujourd'hui, Nadeau. par exemple, à ce niveau-là aussi, on a de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, des structures d'aide à domicile qui nous sollicitent. Puisque nous, chez nous, en tout cas sur notre territoire, c'est un petit peu particulier, mais il y a beaucoup d'aides à domicile qui travaillent qu'à vélo et qui malheureusement ont souvent aussi des pannes, ils n'ont pas le temps aussi d'aller réparer leur véhicule. Et donc, on commence aussi à intervenir et mettre en place des ateliers autour du vélo dans ces structures d'aide à domicile. Soufiane, 2 questions encore. Rapidement, est-ce que vous avez constaté une augmentation de l'usage du vélo dans ces quartiers suite aux initiatives que vous portez, et notamment, je dirais, l'usage du vélo pour les personnes qui sont dans un parcours de réinsertion, d'insertion socio-professionnelle et un retour à l'emploi ou en formation? Est-ce que vous avez constaté ça? Ah oui, en tout cas, moi, je suis en moyenne sollicité 1 à 2 fois par semaine pour une location de vélo de part des structures pour des personnes qui habitent dans ces quartiers politiques villes qu'on a suite à des interventions qu'on a faites dans les quartiers. Donc, par rapport à il y a 2-3 ans, de quand on ne faisait pas de vélo et aujourd'hui, oui, bien sûr, on a de plus en plus de sollicitations de personnes pour louer des vélos ou réparer un vélo chez nous.
Et la dernière question, puis après on passera à l'intervenant suivant. Est-ce que vous avez été aidé, par exemple, par des traducteurs pour créer les outils qui facilitent la compréhension, notamment de la langue dans vos outils pédagogiques? Est-ce que vous avez été aidé par des traducteurs en Non, particulier? du tout. C'est vraiment un travail qui s'est fait en fait avec les élèves, justement, leur professeur et l'une de mes salariés, justement, qui était chez nous en alternance il y a quelques années quand on a lancé le projet avec le collège. Et donc, c'est vraiment un travail qui a été fait en amont par ces trois salariés-là, par ces trois personnes-là, mais vraiment. Voilà, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, on réutilise ces mêmes outils chaque année qui nous permettent justement, et on est là, par exemple, ce travail aussi qui a été fait avec le collège, il est aussi aujourd'hui reconnu par d'autres associations de réfugiés, puisque là, on vient d'être sollicité, on lance la fin mai des interventions auprès d'une nouvelle association qui accueille des personnes venant de l'étranger et donc ils ont du mal à s'exprimer en français. Et donc voilà, donc c'est aussi le lien qui a été fait avec ces professeurs du collège et puis cette association qui intègre des jeunes aussi au sein de ce collège-là et de ce lycée. Et donc voilà, et donc c'est vraiment un travail qui a été fait en amont par mes salariés. Il y a des travaux là où je me trouve, je suis désolée, je pense que vous entendez un bruit de perceuse. Mais merci Sofiane, en tout cas pour ce retour d'expérience très riche ce matin. Je voulais aussi préciser que vous étiez vice-présidente de Mobile France, donc voilà, aussi engagée dans le réseau régional Mobile et dans son développement. Assez grand et sur un laps de temps court dans les Hauts-de-France. Merci d'être De venu ce rien. matin avec nous et puis je vous invite à rester s'il y a d'autres Je questions. suis Dans... désolé, mais je suis pris là dans 10 minutes sur une autre réunion avec la SNCF pour la gestion de flotte de vélo. Donc, je... Est-ce qu'on pourrait transmettre vos coordonnées avec le bien sûr, diaporama pour les pas de auditeurs souci. si des personnes souhaitent revenir vers vous pour vous poser des Pas de questions? souci. Parfait, ben, merci beaucoup et Merci, à à bientôt. bientôt. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Alors la prochaine intervention, donc on quitte les Hauts-de-France pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va avoir une intervention d'Arif Yaguiz qui va expliquer ses fonctions au sein de la plateforme mobilité du Puy-de-Dôme, hein, dans le 63, autour du projet 16 Jeunes en rupture. Alors est-ce que vous êtes bien connecté, Arif? Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Parfait. On vous entend très bien. Alors moi, je vais couper mon micro hein, parce qu'il y a des travaux. D'accord. Donc, je vous laisse effectivement présenter le projet, la plateforme et puis plus principalement le projet 16 jeunes en rupture dans le quartier prioritaire de la métropole de Clermont. Je crois que c'est notre... Enfin, en tout cas, je vous laisse expliquer tout ça. Oui, oui, bien Arif, sûr. merci d'être avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Alors, bonjour à tous. Je me représente. Du coup, moi, je m'appelle Arif Yaguiz et je viens d'intégrer la plateforme mobilité du Puy-de-Dôme en tant qu'animateur, médiateur mobilité. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement la plateforme. Donc, du coup, la plateforme mobilité, c'est une association qui est très engagée dans l'accompagnement, du coup, vers une mobilité inclusive et durable. Donc, la plateforme aujourd'hui est composée de 4 associations. Déborah, je trouve. Oui, Soufiane, je pense que vous pouvez fermer votre micro, merci. c'est tout bon? Ouais, c'est tout bon, vous pouvez D'accord. y aller, Alors, du Arif. coup, la plateforme mobilité aujourd'hui, elle regroupe 4 associations, dont API, Fit Formation, l'association Détour et Mobile Emploi. Donc, en fait, la plateforme, si vous voulez, aujourd'hui, on propose, du coup, dans les deux thèmes qu'avait pris
Xavier, tout à l'heure, le savoir bouger et le pouvoir bouger. Donc, en fait, si vous voulez, selon les secteurs, Happy, Fit, Détour et Mobile Emploi interviennent dans les différentes parties de, de, de la métropole, si vous voulez. Donc, Détour a 2 garages solidaires où il est possible d'avoir des diagnostics techniques sur des véhicules à moindre coût, un accompagnement aux démarches de microcrédit pour les gens qui ont besoin justement d'un peu de sous pour pouvoir s'acheter un véhicule, de la location de tout type de véhicules, de voitures, de vélos électriques, de vélos ou de roues. Et de l'autre côté, à l'association FIT, on a une auto-école solidaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, C'est bizarre, j'ai Bah, j'ai c'est parfait, l'impression de oui. parler tout seul. Je suis vraiment désolé, je vois plus personne en plus. Non, 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 c'est parfait. Et puis moi, je vous entends très bien, mais bon, je vais réessayer d'ouvrir la caméra, mais comme j'ai un problème de Non, non, connexion mais vous également, inquiétez pas. C'est vrai que comme ça c'est assez bizarre. vous aurez moins l'impression d'être seul. Mais non, non, on vous entend très bien, Arif, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, alors, du coup, on marche aussi sur système de prescription. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 400 prescripteurs qui représentent 88 structures sur le département. Donc, euh, on a à peu près 40 professionnels de la mobilité, des moniteurs auto-école et vélo-école aussi. Du coup, comme je disais, 2 garages solidaires et on a une dizaine de conseillers mobilité sur l'ensemble du département. Donc, après un premier entretien individuel et un diagnostic mobilité avec les conseillers, la personne peut être orientée du coup sur, selon ses freins, selon ses besoins, euh, soit sur de la vélo-école, soit sur une formation code conduite avec les moniteurs pour passer le permis, ou du coup sur le côté pouvoir bouger, accompagnement des réparations sur leur véhicule, ou bien microcrédit ou de location de véhicules. Donc on a, pour vous donner quelques chiffres, on a à peu près 3600 jours de location en moyenne chaque année sur le garage solidaire. Dans l'ensemble, 1400 personnes accompagnées par an. Et 8963 personnes orientées vers nous depuis 2012. Donc ça, c'est ce que la plateforme propose. Et pour du coup revenir la deuxième partie de ma présentation, du coup, à Metexis, parce que si vous voulez, moi, je suis mis à disposition de la plateforme à Metexis Formation, qui est un organisme de formation spécialisé dans la réinsertion socio-professionnelle. Donc, on a des professionnels de la réinsertion et moi, j'interviens dans l'ensemble sur le côté mobilité, sur les jeunes qu'on accompagne. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur vraiment notre action sur Metexis. Alors, du coup, on travaille avec les missions locales, la mission locale de Clermont et la mission locale de Cournon, dans notre région, du coup. On accompagne des jeunes qu'on fait signer, si vous voulez, c'est le contrat d'engagement jeune, mais le volet jeune en rupture. Donc en fait, c'est en quelque sorte un pré-accompagnement pour pouvoir emmener les jeunes sur un accompagnement classique. Du coup, pour tout ça, on a une équipe de médiation qui est composée d'une dizaine de médiateurs qui tournent dans les quartiers de Clermont et de son agglo par groupe de 2. Donc, on fait une réunion hebdomadaire tous les lundis avec l'équipe médiation pour voir un peu comment s'est déroulée leur semaine, si ils ont réussi à aborder quelques jeunes, comment ça s'est passé. Et après, une fois qu'on a signé ces jeunes dans notre siège, ils ont des comptes à rendre chaque semaine aussi à la mission locale. Sauf qu'en fait, notre siège est pas tout à fait le même que celui de la mission locale. On a des activités plus sportives euh, pour attirer les jeunes vers nous. Donc, on a les mardis, mercredis
jeudi et après-midi des activités sport, notamment du foot, du MMA, du CrossFit. Et du coup, à côté de tout ça, on a aussi des structures extérieures comme le CIRA et Unicité qui viennent nous donner des ateliers sur la citoyenneté, sur le logement. On fait des ateliers estime de soi, posture, comment se tenir, comment se présenter. Donc en fait, on a des jeunes tous les mardis et les mercredis dans nos locaux à Métexis. Donc on accompagne sur de la recherche d'emploi, sur des cours de code, travailler le code. Et les après-midi, on a nos activités. Donc pour le moment, on a à peu près 70 jeunes éligibles qu'on a repérés, à qui on a parlé. Dans ces 70, il y en a que la moitié qu'on a revu après dans nos locaux pour un entretien, pour un premier entretien. Et sur toutes ces personnes, pour le moment, on a 15 signatures engagées du coup dans le siège Jeunes en rupture. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop suivi le diapo. C'est vrai que j'ai expliqué un peu plus. C'était un peu plus simple pour moi. Oui, Pour ma mission, suivi. du coup, pour ma mission à moi, du coup, je suis dans un premier temps, on va dire, accompagnateur, c'est-à-dire que j'organise, j'anime et j'accompagne sur les ateliers sportifs et aussi le matin. Et en même temps, je suis un peu comme un conseiller mobilité parce que du coup, chaque jeune qui signe, je les reçois aussi individuellement pour, dans un premier temps, moi, faire un diag sur leur mobilité pour voir les besoins dans un premier temps, titre de transport en commun, s'il y a des besoins urgents, les freins, et puis en fonction de ça, je développe comment j'avance avec eux sur le côté mobilité. Alors, je pense que j'ai rien oublié. Est-ce que vous avez des questions Alors, il y a... Oui, alors, il y a une question de... Oh, excusez-moi, il y a du bruit au-dessus de moi. Peut-être que Dylan, tu peux prendre le relais ou Xavier sur... Non, ça va, ça Ouais, c'est... Bon, comme tu veux. je me dépêche. En fait, il y a Cathy qui effectivement demande, Cathy Glogan, si la plateforme intervient auprès des jeunes dans les champs hors mobilité, par exemple logement, sport, santé, mais je pense que vous y aviez un peu répondu. Est-ce que les conseillers mobilité réalisent les actions seuls Alors, Est-ce que vous réalisez ces actions la plateforme, non, la plateforme est axée vraiment sur la mobilité. Et si vous voulez, la plateforme est du coup Métexis Formation et en consortium en fait sur le projet Jeunes en rupture, sur le projet contrat d'engagement jeune. Du coup, la plateforme en elle-même est vraiment basée sur le côté mobilité et Métexis sur le projet, en fait, travaille en partenariat avec d'autres organismes sur le logement, sur la santé, et voilà. Donc, en fait, c'est des intervenants extérieurs quand on va dire, quand on organise un atelier, exemple, logement, c'est des gens d'une structure extérieure qui viennent présenter et animer l'atelier. Je vois pas d'autres. Est-ce que c'est le moment de poser une question à notre intervenant, à Arif, ou bien vous pouvez toujours poser une question si un détail vous revient dans le chat. Je pense que vous allez rester, Arif, pour l'ensemble du webinaire. Oui, bien sûr.
si jamais il y avait une question dans l'onglet questions, une question qui vous serait spécifiquement posée, je vous invite à y répondre peut-être dans le chat. Bien sûr. En tout cas, merci pour ce retour avec tout ce que porte effectivement la plateforme du Puy-de-Dôme, dont on en entend beaucoup parler de la plateforme. Elle est souvent citée en exemple pour le côté innovant, notamment des actions que vous portez, des projets et cette dimension partenariale, en tout cas, que vous mettez en avant. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner ce matin avec nous. Il n'y a pas de quoi. J'espère que ça a été assez clair. C'est vrai que je viens d'arriver il n'y a pas trop longtemps, donc je suis pas encore totalement calé sur vraiment tout de la plateforme, sachant que c'est très vaste. Mais en tout cas, avec plaisir. C'est un bon exercice alors de se lancer directement dans un webinaire national. Bravo, merci. Merci à vous. À une prochaine fois, en tout cas. Alors, on va passer donc à l'intervention suivante. L'intervention suivante va être faite par Fanny Hamel, qui est la gérante d'ODD, Other World Développement Durable, en Normandie. Donc, on change de région, encore une fois. Donc, je vous avais dit, on n'a que 5 intervenants, mais on a essayé de diversifier le territoire, enfin l'origine de nos intervenants. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, c'est parfait, ça fonctionne. Je vais vous laisser présenter votre entreprise, Other World Développement Durable, et puis notamment ensuite intervenir plus précisément sur le méca mobile. Je vous laisse présenter tout ça, le temps pour moi de changer de pièce pour essayer d'être un peu plus tranquille. Ça marche, merci. Pardon. Donc, Other World Développement Durable, ou ODD, pour être plus simple. Donc, c'est une entreprise d'insertion. On a plusieurs activités. Le nettoyage automobile, qui est le démarrage de l'activité de ODD en 2007. En 2015, on a ouvert le garage solidaire, donc pour accompagner la mobilité pour tous. On fait aussi des bilans mobilité et on fait de la gestion de parc vélo depuis pas loin de 7 ans maintenant. Donc, le garage solidaire chez nous, donc en entreprise d'insertion, il est ouvert à tous. Il fonctionne selon le coefficient familial des personnes. Donc, chaque personne qui vient à l'accueil va avoir son coefficient familial de la CAF. Selon ça, il va avoir la possibilité d'avoir un coût de main-d'œuvre qui va être différent en fonction de ses revenus. Sinon, on est un garage comme tout le monde, avec les mêmes obligations que n'importe quel garage. Donc, on fait de la réparation, de la vidange à l'échange moteur dans nos ateliers. Principalement, donc un chef d'atelier, 3 mécanos en insertion. Et on a eu l'idée en 2019, avec un démarrage qui aurait dû avoir lieu en 2020, mais qui a plutôt été retardé en 2021. Je vous dis pas, je vous explique pas pourquoi. Et donc, de faire venir la mécanique directement au plus proche des personnes, puisqu'on se rendait compte que le garage fonctionnait relativement bien, mais qu'on ne touchait pas tous les quartiers pour la bonne et simple raison que les gens n'osaient pas venir au garage pour même faire un devis, tout simplement par peur de se retrouver avec une tarification qui n'était pas possible pour eux, une perte de confiance aussi en métier de la mécanique auto, surtout pour les femmes. Donc, du coup, on a eu la chance d'avoir une subvention de la Fondation PSA qui nous a permis de prendre ce méca mobile, donc un camion tout équipé qui nous permet de faire directement de la mécanique mobile sur site. Avec un dispositif qui nous a permis en 2021 et cette année encore d'aller directement dans les quartiers prioritaires de ville et de proposer des diagnostics gratuits. Donc, en fait, on se positionne avec l'accord, donc là, en l'occurrence, c'était un bailleur social en 2021. Donc, on s'est positionné sur leur parking directement en bas des immeubles, dans les quartiers prioritaires de ville, où on a proposé toute la journée, sans rendez-vous,
le diagnostic de leur véhicule. Donc, les habitants pouvaient venir. Le mécanicien faisait le tour du véhicule, leur préparait les petites choses à faire ou pas faire, ou à améliorer ou à faire de façon urgente ou autre. Avec leur accord, on revenait à l'atelier, on faisait un devis. Un devis qu'on leur transmettait, leur permettait de savoir ce qu'il y avait à faire sur le véhicule. Et puis après, comme toute réparation, ils souhaitaient oui ou non le faire. Ce qui nous a permis en 2021 de voir quasiment 200 personnes dans les quartiers prioritaires de ville et de faire 200 diagnostics. 200 devis, mais surtout, on a réalisé à peu près 80. Donc, 80 réparations. On a vendu 2 véhicules à des personnes où on leur a dit stop, il faut arrêter de rouler avec ce véhicule-là, ça craint. Et cette année, on le repropose de façon plus large, donc sur tout le territoire normand. Donc, on est en train de faire différentes villes de la communauté urbaine, zone rurale, quartier prioritaire de ville, et toujours avec la même idée, aller au plus proche des habitants et leur permettre de connaître l'existence de garages solidaires, parce que ça, c'est un vrai problème de communication, leur permettre d'aller poser des questions à un garagiste sans avoir l'idée de se dire que je rentre dans un garage et j'ai peur qu'on me donne une facture à la fin. Là, tout est clair. Vous venez faire un diagnostic, c'est gratuit, on va répondre à vos questions. Si tout va bien, si vous avez envie, on fait un devis, et si vous avez envie, vous ferez les réparations chez nous. Sinon, on s'arrête là, mais en tout cas, vous savez où vous en êtes, quoi. L'idée est vraiment de pallier à la mécanique de rue, aux voitures ventouses. Proposer une alternative. On sait que dans les quartiers prioritaires de ville, la mécanique de rue est un vrai problème, un fléau pour les communautés, pour les communes, un fléau pour les bailleurs sociaux, et aussi pour les habitants qui n'osent pas aller voir un autre garage que le garagiste du quartier. On va dire ça comme ça. Un certain nombre de voitures ventouses aussi, qu'on a pu pallier en disant il y a telle ou telle chose à réparer, c'est faisable ou non, il ne faut plus. Faites-nous le don du véhicule et nous, on pourra s'en occuper et on va un petit peu retirer des voitures de pollution urbaine qui se jouent beaucoup dans les quartiers prioritaires de ville. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, voilà, donc c'est permettre un accès durable à la mobilité véhiculée pour tous, de façon conforme, sécuritaire, avec la régularité et les garanties d'un vrai garage. On a vraiment cette idée d'éviter les voitures polluantes. Voilà, la voiture ventouse telle qu'on la connaît, qui fait de la vraie pollution urbaine, visuelle, sonore, pollution tout court, puisque du coup la rouille redescend sur les rues et autres, et d'être un vrai soutien pour les communes et les bailleurs sociaux à ce sujet-là. Est-ce que vous avez des... Il y a des questions, Fanny? Oui. Il y en a notamment 2 questions là pour le moment. Donc une question de Virginie Nadeau concernant les diagnostics. Quel type de matériel sont nécessaires pour les réaliser? Est-ce que vous avez un pont mobile? Est-ce que vous êtes doté d'un équipement spécifique? Et puis la deuxième partie de sa question par rapport au financement pour le temps d'intervention dans les quartiers, si vous pouviez... Bien sûr. Alors, en termes de diagnostic, on est équipé donc de tout l'outillage nécessaire, donc quelque chose pour... je suis pas très douée en termes de mécanique, donc je vais peut-être pas vous donner les noms exacts. Si vous avez, je peux revenir vers vous pour l'info, mais en tout cas, on a un compresseur, on a un truc électrique, là, j'ai plus le nom, forcément. On a toute une mallette d'outillage en tout genre. On peut faire les pneumatiques, on peut faire les changements d'ampoule, on a une tablette de diagnostic. Vraiment, l'idée, c'est de faire le premier point. On n'est pas contrôleur technique à ce moment-là de la visite. Et puis d'ailleurs, on ne l'est pas tout court. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un premier point. Donc, ils voient les pare-brises, les pneus, les niveaux d'huile, niveau d'eau, tous les niveaux. Ils vont regarder les freinages. Ils vont regarder les pots d'échappement, ils vont regarder les essuie-glaces, ils vont regarder les réglages de phare. Voilà, on a tout l'équipement qui va avec tout ça.
pour vraiment faire un point de première mise du véhicule. Évidemment, si la personne nous signale telle ou telle chose, on va aller regarder spécifiquement quelque chose en plus, mais on n'a pas l'outillage, par exemple, pour soulever le pont, pour soulever la voiture et autres, donc on ne va pas être sur du diagnostic complet, mais on est sur un temps d'intervention qui dure à peu près 20 minutes, qui nous permet d'avoir une première bonne ébauche de ce qui se passe. On a essayé le pont mobile, c'est assez compliqué pour nos équipes, on en a un, mais c'est assez compliqué, donc on a plutôt un truc qui soulève parce que le problème du pont mobile directement sur site, c'est qu'on n'est pas toujours sur des endroits tout à fait plats. C'est très lourd à sortir, machin. Les vendeurs disent que c'est hyper pratique, mais quand on l'a fait 3 fois dans la journée, on se rend compte que c'est plus si facile que ça. Donc, on est plutôt sur alors je sais plus comment ça s'appelle, mais ça permet de soulever la voiture sur la hauteur, sur une hauteur de 50-60 cm pour voir justement les pneumatiques et autres, quoi. On a, pour parler des financements, donc en 2021, c'était une subvention du groupement d'intérêt public qui nous a permis d'avoir et du bailleur social qui nous a permis d'intervenir une fois par semaine pendant 1 an. Et cette année, on a eu une subvention de la lutte contre la pauvreté en Normandie qui nous permet toute cette année de pouvoir intervenir dans différents lieux, donc communes, quartiers prioritaires de ville et autres. Et on allie aussi en même temps ce dispositif aux entreprises. Alors là, il y a une participation qui est demandée par l'entreprise, évidemment, mais on allie aussi pour donner aux salariés les plus précaires de leur entreprise la possibilité de faire, quoi. Je voyais aussi une question qui choisit. Une question sur les lieux. Je trouve que cette question est intéressante. Est-ce que Sur les lieux choisis. quand vous vous rendez sur un lieu, est-ce que vous le choisissez vous? Est-ce que vous êtes appelé par les mairies, par les habitants eux-mêmes? Alors, c'est un peu les deux. Comme toujours, on est un peu, comme on l'est tous, hein, on essaie toujours d'être innovant, etc. Donc, on a un peu tendance à aller pousser l'information. Donc, il y a des quartiers où j'ai moi-même été voir les associations en disant ça peut être intéressant au vu de l'association, c'est un bon partenariat pour le faire. Donc, c'est moi-même qui ai fait. Pour les communes, clairement, j'ai commencé début janvier à envoyer un courrier à toute la communauté urbaine, aux 56 communes du territoire, pour expliquer le dispositif. Et nous sommes au mois de mai et je n'ai pas encore rencontré toutes les communes. On a relancé une grosse partie, etc. Mais on a été vraiment les voir pour leur expliquer le dispositif, leur expliquer le fait que quand on vient, quand on repart, il n'y a pas de souci avec une terme de pollution, d'huile qui serait par terre, etc. Donc là, on commence vraiment, après 3-4 mois de présence, etc. On sait que c'est assez long, hein, surtout dans la zone rurale, ils n'ont pas toujours le temps et autres. Donc là, demain, on est sur une zone rurale, après-demain, on est sur une autre. Après, voilà, on commence vraiment à partir d'aujourd'hui, mais on a mis depuis janvier tout le dispositif, des courriers, des rappels, des machins, des trucs, des rendez-vous pour mettre en place. On a alors on n'a pas les habitants qui nous appellent en direct, mais le fait de commencer dans certaines communes, ça permet de lancer la machine, on le sait bien. J'ai proposé à des entreprises partenaires avec qui je travaille depuis longtemps, qui sont dans le dispositif RSE, avec qui je le fais, pour lancer la machine en début janvier sur certaines entreprises à qui j'ai fait un lien de partenariat pour pouvoir lancer la machine. Je pense que c'est important en termes de réseau de voir qu'il y a à bien cibler l'entreprise qui va bien, avec qui on s'entend bien et pourquoi pas faire bénéficier un client de ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai choisi un de mes clients qui a une appétence pour l'inclusion et l'insertion, une envie, pour dire, vous serez le fer de lance, ce qui m'a permis d'avoir d'autres entreprises qui sont revenues me voir en me disant, j'ai vu ça sur les réseaux, apparemment, on peut faire, comment ça se passe, etc., etc. Et là, je commence à avoir des communes qui ne m'avaient pas répondu jusque-là, parce que maintenant, elles voient sur les réseaux qu'il y a la commune d'à côté qui va le faire. Et oui, c'est un peu l'effet boule de neige. Une question d'André Brémard. Forcément, il fallait une question avec les ZFE. Et est-ce que... Ah, j'entends plus. Pardon. Je disais, avec les ZFE, est-ce que vous envisagez le rétrofit, la conversion en véhicule électrique?
Alors, pour l'instant, nous, on n'a pas encore trop travaillé là sur ce sujet. Enfin, pas trop. Non, c'est pas vrai parce qu'en fait, avec le réseau Agiles, on a fait un gros dossier là-dessus. Donc, on y travaille, on y réfléchit. Nous, personnellement, avec ODD en tant que tel, on n'a pas, on est plutôt dans la théorie avec le réseau, etc. Par contre, on a mis en place depuis 3-4 ans maintenant, on est agréé pour poser des boîtiers bioéthanol. Donc, du coup, ça permettra quand même de faciliter la zone ZFE pour certains de nos véhicules. Par contre, le rétrofit en électrique, c'est encore assez compliqué pour nos structures. Il y a des habilitations à mettre en place, etc. Que pour l'instant, je n'ai pas encore assez étudié pour en arriver là. Merci beaucoup, Fanny. Il y a 2 autres questions. Éventuellement, si vous pouviez y répondre, ce serait chouette directement par écrit. Parce que je vois le temps passer, il est 11h30 et je vais prendre l'intervention suivante. En tout cas, merci pour cette présentation riche. Vous acceptez qu'on transmette vos Bien sûr, coordonnées si avec on nous plaisir. les demande? Merci. Ouais. Merci d'avoir été présente. Et puis, si toutefois, vous pouvez répondre aux 2 petites questions Je m'en occupe. dans l'onglet. Très bien. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Et donc, on va enchaîner avec l'intervention suivante. Donc, on va parler d'être mobile, c'est permis à Toulouse. On change de région, on part en Occitanie. Donc Grégoire Husson, qui est le directeur d'être mobile, c'est permis, et Marine Massin, qui est CENI et aussi en charge des partenariats. Je pense que vos connexions fonctionnent, on les a testées tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Est-ce que tout le monde m'entend? En tout cas, moi, je t'entends très bien et je te vois très bien, Marine. Je commence du coup. Je ne sais pas si Grégoire est parmi nous et si Normalement, il est avec nous, mais je ne sais pas s'il peut monter sur scène. Oui, parce que c'est très technique en fait. Hein. Vous, au niveau des auditeurs, vous n'avez pas l'accès pour monter sur scène. Les intervenants ont un accès particulier. Ils peuvent monter sur scène. C'est incroyable. Hein. C'est un outil qui nous permet cela. Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas. Bonjour à tous et à toutes. Je suis bien présent. Et bonjour Grégoire. C'est Marine qui va présenter l'ensemble de l'action pour faciliter les échanges. Ça marche. Du coup, donc, petite présentation. Donc, je suis Marine Massin, je suis conseillère en mobilité insertion à l'auto-école sociale Être mobile, c'est permis. Je suis accompagnée de notre directeur Grégoire Husson. Donc, pour résumer un petit peu, on est une association qui a été ouverte en 2009 pour pouvoir répondre à un besoin autour de la mobilité sur le territoire Haute-Garonne. Donc, nous sommes situés à Toulouse, dans le quartier prioritaire des villes Grand Mirail. Donc, qui compte 32 000 habitants, comme vous pouvez le voir sur la diaporama. Alors, nous agissons sur 2 volets bien spécifiques. Le premier, nous sommes auto-école sociale. Donc, quand on parle d'auto-école sociale, c'est le fait d'accueillir des élèves qui ont eu un financement de leur permis de conduire avec une fiche de prescription, soit par le PLI, la CAF, ça peut être de la mission locale, du Pôle emploi quand on a un déblocage de l'aide individuelle de formation. Aussi des ESAT. Donc voilà, on accompagne un public qui a différentes problématiques, tant concernant la langue que le handicap ou des problématiques sociales. Dans un second temps, donc on intervient sur la plateforme mobilité. Plateforme mobilité, on est plus sur des actions ancrées sur les mobilités alternatives, c'est-à-dire que le permis de conduire, comme vous le savez, ne s'obtient pas rapidement, puisqu'il comprend à la fois le code et la conduite. Donc, notre action est de répondre en fait à des solutions mobilité à court terme, tout en proposant des solutions mobilité à moyen et long terme, en sécurisant le parcours de la personne. Voilà.
Je vais revenir un peu plus en détail sur nos actions sur la slide d'après. Donc, pour la plateforme mobilité, donc on est au cœur du quartier prioritaire de Papus, qui fait partie du Grand Mirail. Nous avons à la fois des financements donc, de la région, de l'État, du conseil départemental CD31 et de la ville de Toulouse. Nous offrons à la fois un lieu pour accueillir et informer les personnes, tant par le biais des conseillères en mobilité ou par directement l'accueil de l'auto-école sociale. C'est pour ça que je vous ai bien mis en avant les deux volets, puisque ce sont deux choses différentes, mais ce sont les deux portes d'entrée pour pouvoir nous rencontrer. Dans le cadre de la plateforme mobilité, donc on va travailler plutôt donc, sur les solutions mobilité alternatives, donc notamment les transports en commun, le but étant de sortir du quartier, découvrir les transports en commun, que ce soit aussi bien ses droits, faire valoir ses droits à la réduction, découvrir le réseau de transport aussi bien proposé par Toulouse Métropole que par la région Occitanie ou le département Haute-Garonne, tout simplement. On va accompagner aussi bien les bénéficiaires dans de l'approche théorique, tout ce qui est utilisation des applications multimodales, repérage de plans par le biais des ateliers mobilité, ou alors directement en physique, en accompagnant les personnes directement sur un trajet, un repérage domicile-travail, domicile, lieu de stage, etc. Donc voilà, c'est assez complet au niveau des transports en commun. On peut aussi les accompagner directement à la borne, tout simplement pour prendre un billet. Donc voilà, on peut aussi gérer tout ce qu'on appelle donc les croyances limitantes. Je ne connais pas le réseau, donc j'ai peur de l'emprunter. Je me fais accompagner par une conseillère en mobilité pour découvrir le réseau et peut-être lever ces croyances limitantes, entre guillemets. On intervient également donc, sur le vélo, la trottinette. Donc, on fait aussi bien de l'atelier vélo-trottinette et de la location solidaire sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation de notre association. Mais on peut également aussi aider les bénéficiaires à chercher, trouver un vélo, que ce soit par le biais d'un particulier ou d'un professionnel. Encore une fois, accompagnement sur le terrain, si la personne a peur d'aller sortir du quartier, tout simplement, on l'accompagne directement dans les commerces ou rencontrer la personne qui met en vente son vélo. Et surtout, on aide à constituer les dossiers d'aide à l'achat, puisque souvent c'est une charge administrative assez lourde. Donc, on prend cette charge en tant que conseillère pour les accompagner là-dedans. Alors, pour ce qui est des informations permis, on est surtout sur de la recherche de financement selon la situation de la personne. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, nous accueillons sur l'auto-école sociale des personnes qui ont été envoyées par des prescripteurs uniquement, ou alors qui ont eu un financement du permis. C'est vrai que des autofinancements, nous n'en prenons qu'à la marge, et surtout des personnes qui font partie du quartier lorsque c'est possible. On ne va pas aller prendre quelqu'un qui habite à 45 minutes de transport sur l'auto-école sociale. On va privilégier les gens du QPV Grand Mirail. Voilà. Donc, les aides au financement, voir les solutions qui sont possibles, qui sont le moins coûteuses, et recherche d'auto-école lorsque la personne ne fait pas partie du quartier, par exemple. Pour ce qui est démarche administrative, on s'occupe également de la conversion de permis, récupération de permis après suspension. Donc, ça, pareil, c'est une charge administrative assez lourde. Donc, les conseillères accompagnent dans la mise en place du dossier, dans la demande de conversion, etc. Pour ce qui est de l'aide à l'acquisition d'un véhicule, vélo, scooter, trottinette, voiture. Alors oui, nous, quand on parle de véhicule, c'est tout type de véhicule. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur la question du ZFE parce que Toulouse est concernée par le ZFE. On l'a déjà remarqué, on commence à avoir une petite explosion du prix du marché automobile. Donc, on essaye de trouver des solutions, comme je vous le disais, mobilité alternative, pour essayer de trouver une solution en attendant la voiture
voiture ou en remplacement de la voiture, hein, tout simplement. Donc, on peut à la fois faire de la veille sur les ventes de vélos, scooters, trottinettes, voitures, hein, comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure. On peut également mettre en place des microcrédits, hein, avec les partenaires pour essayer d'acheter, réparer un véhicule, selon éligibilité, bien sûr. Alors, on oriente aussi beaucoup, hein, on travaille main dans la main avec les partenaires du secteur, notamment les centres de formation, les clubs de prévention, les centres sociaux, maisons de quartier, missions locales. Hein. On a également, j'ai envie de les citer dans ce webinaire, puisque si ça vous intéresse, peut-être les contacter. On travaille aussi avec Alliance et Culture, qui est une association qui propose des cours de code par le biais du photolangage. Sur le quartier prioritaire des villes Grand Mirail, lorsque souvent on a la langue comme frein à l'apprentissage du code de la route, c'est déjà une première étape lorsque le permis, bien sûr, est indispensable à l'exercice d'un métier ou à l'insertion professionnelle. Nous vous avons mis quelques chiffres. Donc, effectivement, nous avons reçu 716 personnes sur la plateforme mobilité, dont 28% des personnes résidentes en QPV. Aussi, je voulais faire aussi cette petite parenthèse. On a beaucoup des gens du quartier qui fonctionnent avec le bouche à oreille. On est beaucoup connus par le bouche à oreille. Alors, il y a nos interventions chez les partenaires du quartier, mais on a aussi beaucoup de personnes qui se présentent parce que le cousin, la sœur, la maman est déjà arrivé chez nous, a eu réponse à ses questions, a été satisfait et donc va en parler à ses proches, aussi bien dans le cercle familial que dans le cercle proche, tout simplement, les voisins, les amis, etc. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, nous avons mis en place, je vous en parlais tout à l'heure, la location solidaire de 2 roues. Alors, ça rejoint un petit peu ce que Soufiane a présenté dans sa présentation autour du vélo. Alors, la seule différence, c'est que nous, on n'est pas vélo-école, hein, on ne fait pas d'atelier de réparation. Par contre, effectivement, on va proposer une location à tarif solidaire aussi bien de vélo mécanique, vélo assistance électrique et trottinette. Voilà. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait soit un trou dans la raquette, entre guillemets, j'ai envie d'utiliser cette expression, concernant le quartier Grand Mirail. Donc voilà, on fait cette location à tarif solidaire aussi bien par des personnes orientées par le Pôle emploi, le Cap emploi, la région Occitanie, le PLI, la CAF, mission locale et ZCD 31, et les autres usagers de structures partenaires de MCP sur le territoire. Hein. Donc encore une fois, on est un travail collaboratif entre toutes les structures présentes dans ce QPV Grand Mirail. On a beaucoup aussi, je ne l'ai pas précisé, mais un public très féminin de femmes seules à qui on va proposer le vélo pour se déplacer en attendant, puisque, alors je ne fais pas une généralité, mais presque. Généralement, c'est dans un couple, c'est l'homme qui a la voiture, qui conduit la femme sur son lieu. Et c'est vrai que quand elle se retrouve seule, il est difficile pour elle de se déplacer ou alors elle a juste peur, hein, tout simplement. On a un public majoritairement féminin, majoritairement, pardon, non. On a un public assez féminin, souvent seul avec des enfants qui ne savent pas très bien se déplacer. Donc, effectivement, on les accompagne dans une autonomie de la mobilité. Pour ces locations à tarif solidaire de 2 roues, donc elle a été financée par le plan de lutte contre la pauvreté. On a aussi bien une phase théorique où on va expliquer tout ce qui est la législation, présentation des mobilités alternatives, alors par le biais de quiz et jeux pour découvrir l'outil vélo, tout ce qui est accessoires obligatoires, hein, le casque, le gilet jaune, etc. Et ensuite, on a une partie pratique avec une conseillère en mobilité qui a été formée pour l'apprentissage du vélo, où on va apprendre à la personne à prendre en main l'outil vélo ou trottinette pour pouvoir être autonome dans ses déplacements par la suite. Alors tout ça, bien sûr, encadré par un contrat, une caution non encaissée, avec un tarif très, très appréciable. Donc à la fois au jour ou au mois. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de nos actions.
Je ne sais pas si Grégoire, notre directeur, veut rajouter quelque chose. Visiblement non. Alors, il y a une question, Marine, sur les ateliers mobilité, sur le fond et sur la forme. Comment se déroule-t-il puisque vous en faites beaucoup pour vous connaître. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Alors, il existe plusieurs types d'ateliers mobilité. Le premier, c'est vraiment la base de savoir se déplacer. On a des exercices qui sont progressifs dans l'apprentissage. D'abord, des exercices de repérage dans l'espace, de latéralisation, pardon. Déjà, savoir si la personne qu'on a en face connaît sa droite de sa gauche. Et si ce n'est pas le cas, essayer de lui apprendre à se repérer en direction d'eux, etc. On commence avec un vocabulaire précis du repérage dans l'espace. Ensuite, on va avoir un plan vraiment très simple, dessiné. On a des bâtisses dessinées avec écrit école dessus, mairie. Puis on va demander est-ce que la mairie est en face de l'école, par exemple. C'est vraiment très simple. Puis on va commencer à apporter les premières indications de déplacement. Prenez la deuxième à droite, au bout de la rue ou en direction d'eux, etc. Et enfin, le troisième exercice de cet atelier, eh bien, ça va être un plan du quartier où on va directement apprendre les coordonnées, comment on lit une carte. Et enfin, on va aller directement sur le terrain, se perdre dans le quartier. On va donner des indications et ce sont les participants qui vont nous indiquer le chemin. Donc, c'est assez sympa. On se perd souvent. Quand il pleut, c'est pas très agréable, mais bon, c'est le jeu. Mais voilà, ce sont des ateliers progressifs. Et puis, concernant sur l'auto-école sociale, on a des ateliers aussi concernant le ZFE, puisqu'on les prépare aussi au ZFE, à leur budget, parce qu'après le permis, il va falloir acheter une voiture. Et donc, voilà, on les prépare aussi sur le ZFE. On a beaucoup de jeux, des quiz, des questions pour un champion, ce genre de choses. On essaye de rendre ça ludique. On a aussi des initiations au vélo, à la trottinette, dans le cadre des ateliers mobilité, ne pas confondre avec les ateliers vélo. Voilà, donc on essaye d'ouvrir le maximum de champs des possibles à nos bénéficiaires. Bon, écoute, Marine, en tout cas, c'était une présentation assez complète, je pense, de tout ce que vous portez au niveau d'être mobile, c'est permis à Toulouse. Donc, merci Attends, je pense qu'il y a une dernière petite question, je vois. On va... Alors, une question d'Elia Favry. Je me demandais ce que vous faites spécifiquement sur la mobilité concernant les transports en commun. Alors, comme j'ai dit, en fait, ça va être aussi bien au niveau administratif, donc la mise en place de tarifs réduits, création de la carte pour se déplacer. Parfois, les personnes ont juste peur d'y aller ou ne savent pas quel papier fournir. Donc, tout ça, on accompagne sur le terrain. Et pour spécifique à la mobilité en transport en commun, encore une fois, alors à Toulouse, petit contexte, nous avons 2 lignes de métro, dont un changement et une station qui s'appelle Jean Jaurès, qui peut parfois faire peur, puisqu'il y a beaucoup d'usagers. On a beaucoup d'indications, que ce soit les sorties vers les rues, puisque c'est une station moyenne, mais qui a quand même plusieurs sorties, un croisement avec un chemin bien précis. Donc là, typiquement, on peut accompagner la personne directement dans les transports et lui indiquer, découvrir avec elle les panneaux, comment se repérer. On a à Toulouse la chance d'avoir des pictogrammes à chaque station de métro, donc ce qui permet aux personnes qui ne savent pas lire ou pas lire la langue française, tout simplement, de pouvoir se repérer. Et ça, les bénéficiaires qu'on accompagne n'ont pas forcément connaissance de ce dispositif. Donc, on va vraiment décrypter toutes les indications données dans un transport en commun à Toulouse, tout en utilisant les applications multimodales qu'on aura vues en amont aussi pendant l'atelier mobilité. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Et voilà. Aussi, si on est sur un trajet précis, je dois me rendre à tel lieu pour aller passer un entretien d'embauche ou pour ma formation dans une semaine ou mon stage, j'ai peur de me perdre, on va faire le trajet domicile-travail, lieu de stage, formation, etc., avec la personne pour qu'elle puisse se repérer. Voilà, qu'elle fasse au moins une première fois le trajet avec quelqu'un. J'espère avoir répondu à la question.
Bah, je pense. Je pense même parfaitement. Bah, merci beaucoup Marine. Je vois que Grégoire répond à d'autres questions dans le chat et dans l'onglet spécifique. Donc on va le laisser faire et puis on va prendre la dernière intervention puisque le temps passe malheureusement toujours trop vite. En tout cas, merci Marine de ce témoignage et de cette présentation. Avec plaisir. La prochaine intervenante, c'est Anne-Laure Narbonne et je m'excuse pour ce bruit, encore une fois. Donc, je vais vite te laisser la parole, Anne-Laure. Anne-Laure, tu as la gentillesse d'avoir accepté de témoigner ce matin d'une expérience professionnelle antérieure, puisque c'était à l'époque où tu étais responsable de la Maison de l'Emploi de Marseille. Et actuellement, tu es directrice de la mobilité, pardon. Je n'étais pas responsable de la Maison de l'Emploi quand même. C'est magnifique, je ne t'entends même plus, Anne-Laure. C'est incroyable, on est vraiment dans des conditions du direct. Donc, juste pour dire que actuellement, tu es effectivement directrice de l'agence pour de AMI, je ne sais pas si tu dis, en tout cas, c'est l'agence pour une mobilité inclusive et intelligente. Et tu vas nous présenter le contexte de l'émergence du métier de conseiller en mobilité pour l'insertion dans les quartiers prioritaires de Marseille. Donc, je te laisse la parole avant que le bruit ne reprenne. Déjà, est-ce que tu m'entends maintenant ou pas? Oui, là, je t'entends, oui. Je rectifiais juste, je n'étais pas directrice de la Maison de l'Emploi de Marseille, j'étais uniquement responsable de la plateforme de mobilité de la Maison de l'Emploi. Mais bon. Merci de m'avoir propulsé en direction. Oui, excuse-moi, tu avais pris... Donc, c'était juste le rectificatif. Donc, oui, merci de me laisser cet espace-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais parler au nom de la Maison de l'Emploi, même si ce n'est plus... ma casquette aujourd'hui n'est plus celle-là, mais c'est avec grand plaisir que je présente. Alors, très rapidement, sur le contexte donc marseillais, donc certains, je pense, vont retrouver des éléments de ce qu'ils connaissent aujourd'hui sur leur territoire. Il n'y a pas vraiment de grande spécificité. Donc métropole, vous le savez, très étendue. On est quand même la plus grande métropole de France. Intramuros, à Marseille, est plus étendue que Paris. Donc, une métropole étendue avec différents effectivement axes polycentriques, donc un petit peu compliqué en termes d'organisation du transport, des réseaux de transport en commun qui ne sont pas forcément très efficaces. Mais on sait de toute façon que quand on est sur des sujets d'insertion, sur des métiers peu qualifiés, avec des filières d'activité qui nécessitent d'être indépendants des transports collectifs pour des problématiques d'horaire, par exemple, de toute façon, on a une question quand même là-dessus. Et des zones d'activité qui sont un petit peu éloignées des habitations et qui sont forcément pas très très bien connectées. Alors on voit sur cette carte qu'on avait fait faire par la gamme à l'époque pour mettre en évidence ces problématiques-là, quand on est en vert, donc on a une très bonne accessibilité, et quand on est en rose clair, l'accessibilité est plus compliquée, c'est-à-dire en termes de temps, notamment, enfin de durée de transport et de kilomètres. Et donc, on voit bien là que, effectivement, quand on a une voiture, on a quand même beaucoup plus accès à l'emploi que quand on n'en a pas. Donc, tu peux passer... je pense que je n'ai pas la main sur voilà. Donc là aussi, cette carte, moi, j'aime bien. Elle est assez ancienne, mais je pense qu'on pourrait recommencer aujourd'hui. Et malheureusement, il n'y aurait peut-être pas beaucoup de changements, encore que avec les nombreuses actions qui ont été menées sur les différents territoires, je pense que peut-être ça peut être intéressant de refaire une étude. Donc là, on voit très rapidement, je vais vous prendre l'exemple des quartiers nord. Donc, quand on a un travail, on voit qu'il y a 68% des gens qui ont un permis de conduire contre 36% quand on n'a pas d'emploi. Et puis, ce qui est l'autre pourcentage qui est intéressant, c'est celui qui est blanc, en fait, dans le camembert, qui n'est les gens qui n'ont ni permis, ni abonnement de transport, et qui sont donc assez nombreux. On voit dans les quartiers prioritaires, on voit qu'ils sont beaucoup plus nombreux à n'avoir ni abonnement, ni solution de mobilité automobile, ni permis.
Voilà, très rapidement aussi. Donc, la plateforme de mobilité de la Maison d'Emploi de Marseille a été mise en place en 2010 avec des appels à projets plan Sport banlieue, des quartiers vers l'emploi, une mobilité, pardon, et donc le FEDER. Donc, l'accès et le FEDER. Quand on a monté la plateforme, on s'est vite rendu compte que c'était pas suffisant pour aller jusque dans les quartiers parce que les gens ne venaient pas forcément à nous. Même malgré les orientations des différents partenaires du service public de l'emploi, parce qu'on avait des orientations quand même qui étaient assez variées. Pour autant, c'était compliqué d'aller toucher vraiment les gens qui en avaient finalement le plus besoin. Et donc, on a imaginé en fait une mini plateforme de mobilité au sein des quartiers. Donc aujourd'hui, ce dispositif a 10 ans, non pas 10 ans, 8 ans, 7 ans. Donc, il y a 2 quartiers aujourd'hui qui en bénéficient. Tu peux passer, Josie, s'il te plaît, merci. Donc, il y a 2 quartiers de Marseille qui ont été investis. Donc, on avait échangé avec la déléguée au préfet à l'époque, préfet à l'égalité des chances, qui nous avait interpellés. Donc, on avait décidé ensemble, en fait, de faire un focus sur 2 quartiers de la politique de la ville. Donc, c'était la Castellane-la-Brécarde. La Castellane, tout le monde la connaît hein, parce que c'est Zidane, hein, donc c'est assez connu. Donc, dans les quartiers nord, et Saint-Mauron-par-Bellevue, qui est un quartier de Marseille qui est aussi connu puisque il est dans le 3e arrondissement. Le 3e arrondissement étant un des quartiers les plus pauvres d'Europe, hein, en affichant les indicateurs de pauvreté les plus importants. Donc, il y a aujourd'hui 2 conseillers, toujours, qui sont dans ces quartiers-là. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un 360. Alors, je vais peut-être faire des petits clins d'œil sur la précédente présentation qui était très intéressante de la plateforme de mobilité d'Occitanie, parce qu'on va voir qu'il y a des choses qui m'ont interpellée dans ce qui a été dit. Donc, c'est vraiment, on a fait un choix d'avoir quelque chose de très riche en termes d'intervention parce que le territoire est tout petit, donc on peut se le permettre. Donc, ce conseiller, il va à la fois faire du diagnostic de tous les publics, c'est-à-dire pas que sur les publics en insertion, diagnostic mobilité, mais aussi donc effectivement partage d'outils, alors sur toutes les thématiques que vous avez balayées depuis le début de la présentation, donc autour du vélo, on voit des petites images là, autour de l'apprentissage effectivement de prendre le transport en commun, avoir un abonnement de transport, faire un budget mobilité, mais aussi un ancrage très fort auprès des acteurs locaux pour les aider à monter éventuellement des projets, sachant qu'à l'époque, évidemment, et c'est toujours le cas, la maison d'emploi peut aussi venir en appui sur de la conseillère ou du conseiller mobilité. Donc, un accompagnement, montage de projet mobilité. Par exemple, s'il y a un acteur qui souhaite développer une action autour du permis ou du code de la route, on va pouvoir l'outiller et l'accompagner dans cette démarche-là, y compris en interface avec les financeurs. Tout à l'heure, on parlait d'orientation, donc vous parliez dans l'intervention précédente de bouche à oreille. Alors moi, ça m'a fait vraiment tilt parce que à l'époque, donc on avait, quand on faisait nos bilans, on essayait d'identifier les différentes orientations, comment étaient faites les différentes orientations sur les conseillères. En fait, on a mis du temps à mettre en place le dispositif, mais au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui est le plus fort taux d'orientation, c'était le bouche à oreille. Donc là, on s'est dit, alors dommage pour les prescripteurs et pour les partenaires, mais on s'est dit, on a gagné en fait, parce que c'était évidemment l'objectif, c'était qu'on soit bien identifié, puisque il y a la possibilité d'interpeller les conseillers mobilité sans passer par de la prescription. Tout le monde est bienvenu sur la permanence mobilité. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de regarder. Donc, et puis, la dernière chose, c'était évidemment les participations ou les organisations d'actions. Alors, il y avait à l'époque, maintenant ça s'appelle le Mobility Day, mais à l'époque, ça s'appelait le Mobility Day. Pour vous donner juste un exemple, la conseillère qui était sur la Castellane-la-Brécarde, c'est un quartier qui est juste à côté de Grand Littoral, qui est un grand centre commercial à Marseille.
donc on faisait le mobilité dans le centre commercial, puisqu'on savait qu'il y avait des enjeux, puisque les habitants du quartier venaient régulièrement faire leurs courses dans ce centre commercial. Donc, on faisait ce mobilité dans le centre commercial avec tous les acteurs du territoire, l'école de la deuxième chance, les entreprises, l'association d'entreprises Cap au Nord Entreprendre qui était sur le territoire, etc. Voilà, donc tu peux passer. Donc là, j'ai récupéré, donc j'ai échangé avec les collègues de la Maison d'Emploi donc pour le bilan donc 2022 pour vous donner des chiffres quand même actuels. Donc vous voyez, là on a regroupé les chiffres pour vous donner un peu le panorama des deux conseillers qui sont encore sur ces territoires. Donc il y a eu 687 entretiens, dont les permanences elles se font parce que je pense que ça va être la question, mais prioritairement dans les centres sociaux ou les maisons de quartier ou les associations partenaires. Historiquement, les deux conseillères étaient basées sur le centre social de la Castellane-Bricarde, enfin le centre social de la Castellane et le centre social de la Bricarde. Donc, elles se partageaient la semaine sur les deux centres sociaux. Et la personne qui était sur Saint-Mauron, Parc Bellevue, était sur la maison pour tous de Saint-Mauron. Voilà. Après, cela n'empêche pas évidemment de faire des permanences chez des différents acteurs et partenaires. Au contraire, c'est même recommandé. Donc, il y a eu 219 bénéficiaires des aides au transport. Là, je fais un petit clin d'œil encore à la précédente intervention. On s'est rendu compte, en fait, en travaillant sur le transport en commun, bon, évidemment, ça, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais méconnaissance de l'offre tarifaire, pas d'abonnement de transport. Donc, évidemment, on poussait les gens à faire des cartes soit RTM, donc pour le transport urbain, soit des cartes ZOO solidaires, puisque c'est la carte de la région sur le train qui offrait des tarifs intéressants. C'était 10% à l'époque, donc les gens ne payaient que 10% du tarif. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant ça que les gens n'avaient pas leur carte. Ben pourquoi? Tout simplement parce que les boîtes aux lettres étaient dans ces quartiers, les boîtes aux lettres sont régulièrement pillées, détruites, etc. Et du coup, on a dû mettre en place un système particulier avec la région, pour pouvoir acheminer les cartes directement aux personnes. Voilà, donc ça, c'était juste pour la petite histoire, mais c'est important quand on est vraiment ancré sur le territoire, on se rend compte que finalement, il y a des choses auxquelles on ne pense pas et pour autant, c'est une vraie problématique. Donc, des évaluations à la conduite aussi. L'idée était de travailler avec les auto-écoles sociales ou classiques du territoire et de filtrer en amont pour ne pas envoyer les gens s'ils ont trop de problématiques sur du permis, avec du cofinancement évidemment des partenaires Pôle emploi ou le département. Et éventuellement de financer, ça c'était la politique de la Maison d'Emploi, de financer des compléments de parcours pour des publics qui sont déjà engagés sur des financements classiques et vous savez bien qu'ils n'arrivent pas à avoir le permis avec 20 heures et donc on finançait des heures complémentaires. Et il y a aussi évidemment des ateliers mobilité, il y avait des escape games qui étaient faits par exemple pour les jeunes avec le permis AM. Donc, on faisait passer le permis AM. Alors, il y a une petite photo sur la précédente slide où on voit donc des jeunes qui ont passé leur permis scooter donc avec la Maison d'Emploi. Et donc, en amont, on faisait de la prévention donc avec les sapeurs-pompiers, avec les pompiers de bataillon marin-pompier de Marseille. Et on faisait un escape game pour apprendre aux jeunes donc être un petit peu à circuler un peu en sécurité. Alors c'est pas toujours, ça marche pas toujours à 100% puisque la conseillère les voyait régulièrement passer quand même en faisant une roue sur le scooter. Donc voilà. Et puis les villages de mobilité, donc j'en ai parlé. Voilà, écoutez, je pense que peut-être si on a le temps de faire quelques questions. Peut-être quelques questions et puis on te laissera aussi peut-être quelques instants pour que tu présentes ta structure actuelle. D'accord. Ça me paraît intéressant qu'en quelques mots tu nous présentes ta structure.
Attends, est-ce qu'on a oui, il y a tout de même une question par rapport, donc c'est Virginie Nadeau qui la pose. Avez-vous des outils de mesure d'impact de vos actions de conseil sur l'insertion socio-professionnelle? Est-ce qu'il manque encore des solutions de mobilité pour tous les besoins, notamment pour se rendre en emploi dans un lieu éloigné? Alors oui, Tu tentes d'y répondre? oui. Alors oui, sur les indicateurs, d'ailleurs à l'époque, sur la partie centrale de mobilité, donc la plateforme de mobilité de la Maison de l'Emploi, qui elle était une plateforme classique, je ne vais pas y revenir parce que ça a été déjà, voilà, vous connaissez par cœur. On avait mis en place un certain nombre d'indicateurs, puisqu'on sait bien que si on se cantonne à dire la levée du frein mobilité permet des sorties positives emploi ou formation. À part si on fait de la location directe de véhicules, on est un petit peu sec Donc, on a été obligé d'imaginer un peu des indicateurs, et notamment, c'était des indicateurs sur entre l'entrée et la sortie dans le dispositif, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment de sortie de dispositif, puisqu'on peut solliciter ce dispositif-là un petit peu tout le temps. C'était de dire le périmètre de recherche d'emploi. On constate qu'il y a un élargissement du périmètre de recherche d'emploi. La confiance en soi, voilà, donc c'est des choses aussi qui vont avec le périmètre. Comment les nouvelles pratiques de mobilité, on a parlé du vélo, là nous aussi on faisait des actions autour du vélo. Donc ça se mesure. On avait fait effectivement, on évaluait à chaque fois par des questionnaires d'entrée et qu'on pouvait reposer après aux gens quels étaient leurs niveaux, leur potentiel de mobilité en fait là-dessus. Donc je ne sais pas si ça répond déjà à votre question. Sur le nombre de cartes aussi d'abonnements qui sont. Alors là, on l'a pas mis ils l'ont pas remis dans le bilan, mais nous on tenait à dire voilà, on a fait il y a eu tant d'abonnements qui ont été réalisés, puisque ça ouvrait vraiment un univers des possibles aux gens. Donc ça a été aussi noté. Est-ce que ça répond à la question? Parce que je ne sais pas si c'était en termes d'évaluation ou d'indicateur. Ça, je ne sais pas, puisque la personne n'a pas de micro. Par contre, je pense qu'effectivement, tu as tenté d'y répondre. En tout cas, ce que je peux préciser aussi, c'est que le réseau Mobine, on vient de flécher un poste pour mesurer l'impact. Donc, effectivement, des outils risquent d'émerger et d'être mis à disposition de nos adhérents pour ceux dont ce ne serait pas encore le cas, en tout cas. Apparemment, ça répond. Et la deuxième d'accord, question, parfait. Oui, la deuxième question, alors oui, 10 fois oui. Alors malheureusement, bien sûr, comme vous l'avez compris, nous, on axait vraiment les financements sur l'accompagnement et sur le financement de ces postes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est vachement important parce que nous, on avait un comité de pilotage, comité technique au comité de pilotage des financeurs régulièrement sur ce dispositif aussi, avec la politique de la ville, délégué au préfet, la région, à un moment qui finançait aussi cette action, et la métropole, donc la DGA Mobilité de la métropole. Et ça permettait aussi de faire, alors c'est pour répondre à la question, donc bien évidemment, on n'a pas suffisamment de solutions aujourd'hui, puisqu'on sait bien que quand la seule solution, c'est d'avoir quand même un véhicule individuel, parce que bien évidemment, quand vous habitez dans les quartiers nord de Marseille, vous pouvez aller à Plan de Campagne, qui est quand même une grande zone commerciale où il y a beaucoup d'emplois, mais qui n'est malheureusement pas vraiment accessible en transport en commun en dehors des heures classiques. Effectivement, on n'a pas aujourd'hui vraiment de solution à proposer, si ce n'est de travailler avec ça aussi, vous connaissez, mais de travailler sur du microcrédit, de l'accompagnement au microcrédit pour avoir un véhicule. Mais il n'y a pas, par exemple, de transport à la demande, il n'y a pas de véhicule. Mais l'idée, c'était aussi de faire remonter les trous dans la raquette, comme ça a été dit précédemment, de faire remonter les problématiques pour essayer de construire avec les financeurs qu'on avait justement en direct, de pouvoir les interpeller pour trouver des solutions. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond aussi. Merci. Merci Anne-Laure sur cette présentation. Je voulais juste excuser Jérôme Paul, qui est le responsable il ne pouvait pas
présenter et assister ce matin au webinaire. Et Ophélie Alterac, qui est la conseillère, tous les deux étaient malheureusement indisponibles ce matin. Et c'est pour cette raison qu'Anne-Laure a gentiment accepté de venir témoigner. Donc, je te laisse présenter peut-être maintenant ta structure, Anne-Laure. Donc, moi, j'ai monté... En quelques minutes. Oui, non, quelques secondes même. J'ai monté mon agence qui s'appelle donc l'Agence Mobilité Intelligente et Inclusive il y a 2 ans, enfin 2 ans et demi maintenant. Et donc, je fais vraiment du conseil auprès des collectivités, des entreprises ou des organismes associatifs qui souhaitent mettre en place des solutions. En fait, comme j'ai une double casquette, comme vous l'avez peut-être compris, emploi et mobilité de mon expérience à la Maison de l'Emploi pendant 10 ans, en fait, je monte des actions de mobilité avec des professionnels de l'insertion de l'emploi qui ne connaîtraient pas encore ce sujet, ou inversement, je vais aller accompagner des opérateurs de mobilité pour travailler sur des sujets insertion, recrutement, turnover. Et j'accompagne aujourd'hui, alors c'est vraiment là pour l'intérêt par rapport à notre webinaire du jour, j'accompagne la commissaire à la stratégie pauvreté depuis plus de 2 ans maintenant en région PACA pour la stratégie par rapport à la mobilité inclusive. Et donc, on a fait une série de rencontres régionales, de webinaires et en présentiel aussi avec les différents acteurs. Alors, ce qui m'anime toujours, c'est ce que je vous ai présenté par rapport aux conseillères mobilité dans les territoires, mais c'est d'avoir les acteurs économiques, donc les entreprises, les professionnels de l'emploi, les collectivités, les opérateurs de mobilité autour de la table pour réfléchir ensemble aux problématiques, autour de la raquette, mais aussi aux forces vives, parce que je pense que ça, c'est partagé par tout le monde. On sait pas très bien, enfin, on communique depuis peu de temps, en fait, sur le sujet. Et au final, on a l'impression, en tout cas en PACA, c'est le cas, qu'on ne fait pas grand-chose. Et en fait, il y a énormément d'actions qui sont faites, mais il y a peu de communication qui valorise. Donc, je remercie Amobine pour son travail, parce que c'est vrai que c'est hyper important. Ça évite de réinventer l'eau chaude et aussi de disperser les moyens qui sont déjà pas forcément toujours à la hauteur de nos ambitions. Donc voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure. Tu as été rapide et concise. Donc effectivement, pour le petit mot de la fin, donc on vous enverra cette présentation, ce diaporama, et si nos intervenants sont d'accord, on ajoutera leurs coordonnées. Petite information, le prochain webinaire du réseau aura lieu le 8 juin 2023, toujours un jeudi entre 10h30 et midi, et celui-là sera sur les solutions solidaires d'entretien, réparation et achat de véhicules. Donc, notez d'ores et déjà ce rendez-vous dans vos agendas. Webinaire qui sera animé par Dylan et Xavier, donc mes collègues qui étaient là également aujourd'hui parmi nous. Vous avez toujours la possibilité aussi de contacter les chargés de mission Mobine qui se trouvent dans 12 régions. Voici les coordonnées, mais vous pouvez aussi trouver ces coordonnées sur notre site internet mobine-solution.fr. Vous avez aussi la possibilité de consulter la plateforme Onigo, qui est une plateforme ludopédagogique sur laquelle vous pouvez vivre une expérience autour de la mobilité solidaire avec toutes les initiatives de nos adhérents et notamment leurs initiatives dans les quartiers prioritaires de la ville. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ils sont répertoriés dans la plateforme Onigo. Je vous remercie chaleureusement tous les intervenants d'avoir pu vous libérer et d'avoir participé ce matin. Les échanges étaient bien riches et je pense que voilà, on a permis effectivement de vous laisser plus de temps. On a permis effectivement de prendre plus de questions, contrairement à d'habitude où on avait peut-être un peu trop d'intervenants. Donc on a voulu volontairement réduire un peu le format.
Donc, merci à vous, merci aux auditeurs de suivre les webinaires. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il existe effectivement une pluralité, une variété des solutions de mobilité solidaire, inclusive dans les régions françaises qui sont offertes aux habitants des QPV. Donc, effectivement, on voit bien tout le travail du quotidien qui est fait. Il y a effectivement des marges de progrès qui restent à accomplir, mais ça, c'est normal. C'est pour ça que ces webinaires existent, pour montrer que ces initiatives peuvent être essaimées un petit peu partout. Et puis, c'est vrai que nos structures, il y a toujours un peu ce problème de modèle économique un peu fragile qui est à pérenniser. Donc, effectivement, toujours un petit peu, on est tous toujours à la recherche de financement. Donc, c'est vrai que c'est chronophage. Donc, voilà, petit message de fin de webinaire. Merci en tout cas. Plusieurs fois, j'ai entendu la stratégie prévention et lutte contre la pauvreté. C'est vrai qu'effectivement, on est bien soutenu depuis 2021 par la stratégie prévention et lutte contre la pauvreté, par les différents commissariats dans les régions. Donc, ça me permet aussi de les remercier chaleureusement, de soutenir d'une part les réseaux régionaux mobiles et d'autre part aussi les opérateurs qui reçoivent directement le public, que ce soit dans les QPV, dans les territoires un peu plus denses, dans les territoires ruraux, etc. Donc, j'en ai terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et au prochain rendez-vous. Merci encore une fois à nos intervenants. Petite question pour les collègues. Pour que l'enregistrement se fasse bien, Oui. j'appuie sur le bouton rouge, terminer l'événement, et l'enregistrement sera... C'est bien ça, Logiquement, ouais. Guylaine? Ouais, logiquement, Logiquement. puis tu clôtures le webinaire et ça va se terminer en même temps. Terminer l'événement et puis on aura bien l'enregistrement. Bon, je le fais. Allez, c'est parti.